Il faut pas trop. Il ne vous plaît pas assez. Cessez le travail. Réagissez contre ceux qui se moquent de vous. Abandonnez-les. Faites la grève. Rentrez chez vous. Astérix le Gaulois, malgré ses problèmes, et on a vu qu'il y en avait beaucoup, a plu au grand public qui s'est laissé attendrir par le charme du personnage d'Astérix. Il n'empêche qu'Uderzo et Goscinny n'étaient pas satisfaits du résultat et ils ont tué dans l'œuf une suite basée sur la Serpe d'Or, pratiquement déjà en post-prod, préférant reprendre le projet depuis le début sous leur supervision. Sauf qu'on connaît cette manie qu'ont les producteurs à tenir les deadlines, et que c'est celui qui a le pognon qui dicte les règles. C'est donc pas parce qu'Uderzo et Goscinny possèdent les droits intellectuels de la franchise que la petite tête blonde de la ménagère moyenne n'aura pas son Gaulois préféré au cinéma dans un an. Nous voilà donc un an seulement après le premier dessin animé, avec un deuxième essai qui ne recycle presque rien de la suite originellement prévue, et ce jusqu'au choix du matériel source, puisqu'on passe de la deuxième BD, La Serpe d'Or, à la sixième, Astérix et Cléopâtre. Une chose est sûre, quand on voit le résultat, c'est qu'ils n'ont pas chômé. Plus ambitieux en termes de scénario, de pattes graphiques et de mise en scène, ce dessin animé supplante son prédécesseur à tous les niveaux, à part peut-être un, la fidélité vouée à l'œuvre d'origine. Et attention, c'est pas nécessairement une critique. Souvenez-vous, Astérix le Gaulois vouait un culte quasi religieux à la BD et dans certains cas, ça ne se traduisait pas bien à l'écran. Faire des ajustements, ça se défend donc. Il suffit de voir lesquels. Et de toute façon, c'est pas comme si la BD avait été dénaturée. On y raconte toujours l'histoire d'Astérix, Obélix dans un premier rôle, Panoramix et désormais Idéfix, ce dernier ayant rejoint l'aventure dans la 5e BD, Le Tour de Gaulle, jamais adapté à l'écran. Nos héros vont découvrir l'Égypte à la demande de Numérobis, l'architecte royal dans la pharaonique panade, après que Cléopâtre lui a ordonné de construire un palais pour César en 3 mois. Lui qui aimerait bien voir le projet échouer et qui va y mettre du sien pour tout faire capoter. Ça c'est dans les grandes lignes, et dans les moyennes lignes aussi. Pour ce qui est des détails, effectivement, il y a des choses rajoutées, des choses enlevées et des choses retravaillées. Prenons par exemple cette blague. Je vous la laisse 5 secondes à l'écran pour bien vous imprégner de l'image. Comment est-ce qu'on adapte ça au cinéma ? Tout le côté absurde tombe à l'eau une fois qu'on rajoute du son, parce que les chiens égyptiens, ça aboie pas différemment selon le passeport. Et c'est une vraie question que je pose, parce que selon le processus de réalisation d'Astérix le Gaulois, si les producteurs avaient eu en main la BD, ils auraient essayé, je sais pas moi, de donner un accent particulier aux chiens, je présume, mais ça aurait pas pu marcher et donc ce serait tombé à l'eau. Ceci dit, en retravaillant un tout petit peu, on obtient le prologue du film, qui en plus reprend un deuxième gag similaire. Vous remarquerez que parfois, les mouvements des lèvres ne correspondent pas exactement aux paroles prononcées. Après ce prologue, aussi intéressant qu'instructif... Le film est donc réfléchi pour maximiser le potentiel de l'animation. Et si la plus grosse victime collatérale est le scribe mis en plis, mort pour nos péchés, ce qu'on gagne en retour fait partie de l'inconscient populaire français. La patte graphique adopte celle de la BD, c'est-à-dire pas encore le design définitif des deux héros, mais déjà plus proche, et surtout pas d'artifice pour montrer la différence. Et d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi ça a été fait dans le premier dessin animé. Ça révolutionne pas le genre, et on retrouve des personnages aux traits épais sur des décors plus abstraits, mais le trait est moins épais et les décors moins abstraits, ce qui atténue la différence, pour un rendu toujours visuellement très agréable. Le scénario l'oblige, l'ensemble est beaucoup plus dynamique et la technique se prête plutôt bien au jeu, même quand la situation ne s'y prête pas forcément pour le bien du gag visuel. L'ensemble n'est ceci dit toujours pas parfait et le rendu final peut montrer quelques signes de faiblesse.
Certains plans, même s'ils sont efficaces sur le plan de la narration, sont peu imaginatifs, et le trait peut malgré tout paraître pâteux par moments. Mais ce sont des moments qui restent rares, et par sa diversité de personnages, de décors avec ses formes un peu ubuesques héritées de la BD et une belle vitesse de mouvement, le film sait garder ses moments calmes et introspectifs. Mais quand il faut mettre de l'énergie, il sait passer la surmultiplier et nous offrir les moments cultes. Et ça, c'est le coup fatal porté à l'animographe, vous savez, l'anti-Disney, tout ça. Et ces chansons, elles ont eu un impact plus grand que la BD. Si vous n'arrivez pas à vous en convaincre, faites le test. Alors pour une fois, je vous ai ramené du bizarre. Alors bon, Fanta Citron, ça c'est bon, mais alors là on a du soda spritz, du Rickless et de la badoie à la fraise. Et un peu de vitriol. Non. Mais tout ceci amène à un autre problème. Maintenant, on a besoin d'acteurs qui savent chanter. On a vu dans le dessin animé précédent les talents de Pierre Tornade. Il est dispensé de l'exercice cette fois-ci, lui qui tient le rôle de Nubérobis notamment. Pour le reste, les chansons sont à but humoristique, donc le strict minimum des montées en gamme fera l'affaire, même si Bernard Lavalette, dans le rôle d'Amon Beaufils, a été chanteur en début de carrière. Un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Il en est de même pour Jacques Morel dans le rôle d'Obélix, et je ne le savais pas. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y a que ça. Mais ça ne peut qu'aider dans son petit numéro avec Roger Carrel, lui qui a fait ses armes chez Disney. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Rigolez que d'autres, quand il rigole. Quand l'appétit va, tout va. Et je crois que l'inclusion la plus surprenante, c'est celle de Micheline Dax dans le rôle de Cléopâtre. La surprise étant rétroactive, je la savais chanteuse, ça c'est pas un problème. Mais dans les années 90-2000, le timbre était différent. Si tu veux vraiment passer le pont, faut payer l'addition. Avale bien, respire à fond, signe le contrat et mets ton nom. Et effectivement, dans Astérix, on n'est absolument pas dans le même registre. Obélix, mon cher amour, je t'appuierai toujours. Et maintenant, la tangente que j'étais loin d'imaginer. Loin de moi l'idée d'insinuer que le dessin animé ou la BD ont mal vieilli ou pire, mais cette réplique qui sort de nulle part pour le bien de la rime est vraiment bizarre. La séquence de la chanson se passe dans l'esprit d'Obélix. Est-ce que ça veut dire qu'il est amoureux de Cléopâtre ? Ou peut-être est-ce l'image qu'il a de la femme en général ? Ces deux questions n'ont ni réponse ni même plus ample élaboration, et c'est une bonne chose, parce que la relation des héros aux femmes est évoquée au mieux dans 3 BD sur 40. Et à l'époque de la sortie du dessin animé, une seule, Astérix Légionnaire, où Astérix et Obélix rêvent tous les deux de la même femme mariée. Pour ce qui est de Cléopâtre, cette allusion servile reviendra dans les 12 travaux où elle fait la cuisine pour César. Tu es une cuisinière exceptionnelle. Oh, ma Cléopâtre. Ce qui sort tout autant de nulle part, et puis... Attention, niveau de gauchisme critique. C'est moi ou elle a été blanchie par rapport à la BD ? C'est la seule égyptienne avec ce teint de peau, et je m'arrête ici parce que autant il y a de quoi lever un sourcil une demi-seconde, autant aller plus loin, c'est faire de l'excès de militantisme pour ce qui reste et demeurera un dessin animé au scénario 100% inoffensif. Enfin, inoffensif pour le public, hein, pas pour les Romains. Car ce qui pousse les héros à chanter à la gloire du camembert coulant, Cléopâtre à pester dans des tons très aigus ou les Romains à bloquer les attaques de nos héros avec leurs mâchoires, c'est avant tout une énergie débordante et infectieuse portée par un scénario de Goscinny, cette fois-ci adapté intelligemment pour le cinéma, mais aussi interprété avec qualité et passion, ce qui nous offre des moments cultes un peu partout, que ce soit les parties adaptées de la BD, Il est parti comme il est venu. Il faisait que penser. ou les ajouts pensés pour le cinéma. Et c'est surtout ça l'important. Ce dessin animé, qui capitalise sur les forces de son prédécesseur et refonde ses défauts, a été réalisé en un an. Et le résultat, c'est un des dessins animés les plus cultes de l'histoire du cinéma français. Bien au-delà d'Astérix le Gaulois en termes de qualité. Faut souligner l'exploit. Vous comprendrez sans aucune difficulté qu'il se place dans le top 1 pour le moment et de très loin. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que de l'innovation,
pour dessin animé, il y en a eu, mais pas sur le plan fondamental. La base, la moelle de la BD est restée intacte. Maintenant, on rentre dans le domaine des dessins animés qui osent. Et on va voir comment ils s'en sortent. Affaire à suivre.